Bonjour à tous, à ceux qui nous rejoignent, puisqu'on a déjà eu une petite session ce matin avec des participants qui suivent la deuxième session. Donc, sur cette deuxième présentation, les thèmes qui vont être abordés seront l'anticipation de la transmission d'entreprise et le remploi du prix de cession. Donc, les deux éléments que nous allons aborder aujourd'hui pour vous permettre d'avoir donc une vision générale de ces dispositifs, comme tout à l'heure, et d'avoir des questions à se poser et à poser aux dirigeants d'entreprise lors de sa préparation de transmission. Donc, de la même manière, un cas, donc le cas Dupont, toujours le même, que nous allons suivre, avec toujours la même précision sur la fiscalité, à savoir que tous les éléments que je vous présente ici sont faits bien sûr à la fiscalité, avec la fiscalité en vigueur à aujourd'hui. Donc, si vous reprenez ce PowerPoint dans quelques semaines, voire quelques mois, soyez très vigilants s'il y a eu des changements. Donc le cas, c'est le même. Donc Monsieur Dupont, qui est détenteur de 100% des parts de sa SAS qui s'appelle MECA. Il est marié donc sous le régime de la séparation de biens, mais puisque nous suivons la formation de tout à l'heure, on va considérer qu'ils auront aménagé leur régime matrimonial et que donc il y aura au moins une poche de communauté, peut-être une société d'acquet, comme on l'a évoqué tout à l'heure, où seront les parts de l'entreprise, de manière à pouvoir envisager des donations des deux parents à leurs enfants. Les valeurs, la société 5 millions d'euros hors immobilier et 1,5 million d'euros pour l'immobilier. Donc la totalité des parts valorisées à 6,5 millions, avec donc le désir pour monsieur et madame Dupont de faire des donations à leurs enfants et d'obtenir des revenus complémentaires pour leur retraite. Donc la fiscalité que nous avons présentée tout à l'heure, mais pour les personnes qui nous rejoignent, la fiscalité sur la cession... À 9h, on a fait une session donc, sur l'impact du régime matrimonial dans le cadre de la transmission et le traitement de l'immobilier d'entreprise, comment on sort l'immobilier d'entreprise. Voilà. Donc c'était le même cas, mais bien sûr là, on va y voir des applications différentes. Donc c'est la même présentation donc, pour la fiscalité sans préparation. On a donc un coût global de 1 951 000 euros de fiscalité qui nous donne un disponible après cession de 4 549 000 euros. Et donc, si on envisage de faire une donation aux enfants, 500 000 euros chacun, les droits de mutation à titre gratuit sont donc là répartis entre les deux époux. On a donc un coût fiscal, on l'a vu précédemment, qui est inférieur si on a bien sûr la possibilité de donner à deux plutôt que seul. Et donc on a un disponible après donation de 3 436 000 euros. Alors l'idée, c'est de voir si on anticipe cette transmission, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir quelques avantages financiers, économiques, patrimoniaux. Donc, ce que l'on va regarder en premier, c'est l'opération qui consiste à faire une donation avant cession. Ensuite, nous examinerons la possibilité de faire un apport à une société puis une cession. Et donc, on verra dans les deux cas à quoi ça peut s'appliquer, à qui ça s'applique, qui peut être intéressé par ce genre d'optimisation. Et on verra en troisième lieu donc la possibilité de faire des placements suite à cette cession et à cette donation pour nos cédants et donc en retirer des revenus complémentaires à la retraite. Alors, première optimisation, donc la donation avant cession. Donc là, l'idée, c'est d'inverser l'ordre des opérations. Tout à l'heure, on disait les parents cèdent et ensuite ils donnent. Là, si on inverse l'opération et qu'on donne
avant de céder, que ce soit tout ou partie. Donc là, dans notre cas, ça sera seulement une partie, puisqu'ils ils ne veulent donner que 1 million d'euros là, sur la totalité de notre cas. Comment ça se passe? Donc, dans l'ordre, on va faire d'abord une donation aux enfants. Ensuite, ce sont les enfants qui vont céder aux repreneurs les parts qu'ils auront reçues en donation. Et donc, ce sont les enfants qui vont récupérer le prix de la cession des parts qui leur auront été données. En parallèle, les parents vont, eux, céder les parts qu'ils ont gardées, qu'ils n'ont pas données à leurs enfants. Les deux opérations, pour le repreneur, bien sûr, doivent être concomitantes, puisque le repreneur, lui, veut la totalité des parts. Donc, à qui va s'adresser en fait cette stratégie? Elle va s'adresser à des personnes qui ont la réelle volonté de donner, puisque une fois qu'on a donné les titres qui seront vendus, il n'est pas question pour les parents de récupérer le fruit de la cession liée à la donation. Donc l'administration fiscale est très vigilante sur ce genre d'opération, donc il faut faire vraiment très très attention. Donc ça s'adresse à des personnes qui ont une réelle volonté de transmission de patrimoine. Et donc nous allons voir ce que ça peut avoir comme impact chiffré sur notre cas avec les époux Dupont. Alors, on ne va pas forcément rentrer dans le détail du calcul, et puis là on n'y voit en plus pas extraordinairement bien, mais le cheminement que l'on fait dans l'ordre des opérations, c'est donc que la donation des 500 000 euros à chacun des enfants est faite par chacun des deux parents. Et ensuite, monsieur et madame vont, eux, céder les parts qu'il leur reste. Donc, on avait dit que la valeur globale de l'entreprise était de 6,5 millions. Ils ont donné 1 million à leurs enfants, donc divisé en deux, 500 000 euros à chacun. Donc, les opérations, la suite fiscale que l'on connaît maintenant, va s'opérer sur la base d'un prix de cession à 5,5 millions. Donc bien évidemment, par rapport à tout à l'heure, le prix, la valeur d'acquisition ici a été modifiée et on a gardé l'option du départ à la retraite, donc l'abattement des 500 000 euros. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Sur le coût fiscal de l'opération cession, puisqu'on cède un montant moins important, bien évidemment, le coût fiscal est moindre. À ça, on rajoute les droits de donation et on en arrive à cette petite synthèse dans ce deuxième tableau. Si on fait l'ordre classique, je cède, puis je donne, il reste aux époux Dupont, après toute fiscalité, fiscalité de cession, fiscalité de donation, il leur reste 3 436 000 euros. Si je fais l'ordre inverse, donc je donne d'abord et je cède ensuite, il reste aux époux Dupont 3 750 000 euros. Donc un gain ici de plus de 300 000 euros qui s'explique par le fait que 1 million d'euros ici sont devenus hors champ de la fiscalité de la cession. Pourquoi? Puisque on a ici nos époux Dupont qui ont donné 1 million d'euros à leurs enfants. Quand les enfants vont céder ces 1 million d'euros aux repreneurs, il n'y aura pas de plus-value, puisqu'ils vont céder un temps très court, mais relativement, enfin, qui doit être validé, ce temps. On ne doit pas forcément faire les deux opérations le même jour. Mais il n'y a pas de plus-value entre la valeur des parts qui auront été données et la valeur des parts qui auront été cédées. Donc, pas de plus-value, pas de fiscalité de cession, pas de fiscalité sur la cession de ces parts-là de 1 million d'euros. Et donc, il y a 1 million d'euros, au final, qui ne sont pas concernés par la fiscalité de la cession. Donc, c'est une opération qui est extrêmement intéressante à proposer aux cédants, bien évidemment, avec quelques réserves d'usage qui vont être qu'il faut vraiment avoir cette volonté de donner. Il faut que...
Non, on dit qu'il faut qu'il y ait un temps raisonnable. C'est ce que dit l'administration fiscale. Donc, il vaut mieux éviter de faire les deux opérations le même jour. Voilà. Il faut que l'ordre soit... Hein? Oui. On ne me voit pas. Ah, voilà. Oui, oui, oui. Ah. D'accord. Ben, on peut rallumer peut-être. Hein, voilà. L'administration fiscale dit un temps raisonnable. Donc, ça veut tout et rien dire. La seule chose, voilà, il faut éviter de faire les deux opérations le même jour. Il faut être très, très vigilant. Et c'est ce que je vous rappelle là. S'il y a un avant-contrat, un compromis, puisque c'est le transfert de propriété qui va faire foi. Donc, il faut être très, très vigilant sur la rédaction. Et là, bien évidemment, je vous engage à faire appel à un juriste, à un avocat, à un notaire qui pourra effectivement prendre en compte tous ces éléments-là. Donc, la volonté de donner, elle est très très importante pour l'administration fiscale. La donation, c'est un dépouillement immédiat et irrévocable, je le répète un petit peu. Donc, ça doit être fait par acte notarié, bien évidemment. Alors, la donation, elle peut prendre la forme d'une donation simple ou d'une donation partage. La donation partage va avoir l'avantage de figer les valeurs au moment où la donation sera effectuée. C'est-à-dire qu'au moment où la succession viendra à être effectuée, au décès donc des parents, si on a fait une donation simple, les valeurs qui auront été données peuvent être réévaluées au jour de la succession. Alors que si on fait une donation partage, les valeurs sont figées au jour où on fait la donation partage, et donc au moment de la succession, elles ne vont pas être revalorisées. Et ça, c'est très important dans le cadre d'une entreprise qui, pour des raisons économiques, etc., peut voir ses parts augmenter de manière très importante. Donc ça veut dire, si les enfants ont cédé après, ça cède justement les parts de la société, ça implique quoi? Alors, ça implique rien. Ils ont, eux, cédé les parts, enfin, au niveau de la succession, vous voulez dire? Non, ils ont reçu une donation. Donc, au moment de la succession, on fait un rapport des donations. On regarde ce que les parents ont pu donner pendant toute leur vie, donc, à chacun de leurs enfants. Le rapport, il est fait. Par contre, fiscalement, quand on est dans le cadre d'une donation partage, ce sera neutre, puisque les valeurs qui ont été prises en compte au moment de la donation partage ne seront pas revalorisées au moment de la succession. Le fait qu'ensuite les enfants aient vendu ou pas les parts, là on parle de parts de société, mais on pourrait dire la même chose pour un appartement, un bien immobilier, etc., n'a aucun impact sur la succession. La donation sera tout de même rapportée. Puisque pour faire l'inventaire de tous les biens qui seront à porter dans la succession, on s'intéresse aussi à ce que les parents ont pu donner à un moment donné, de quoi ils se sont dépouillés en faveur de leurs enfants. Toujours dans l'idée de respecter, bien sûr, la réserve héréditaire. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de... Enfin, ça veut dire que s'ils ont vendu 1 million d'euros, comme c'est le cas dans l'exemple, oui. Si la boîte, c'est 1 million d'euros, valent 2 millions au moment de la vente, ça ne sera pas revalorisé. Et c'est tout l'avantage de la donation partage. Donc, dans donation partage, il y a partage. C'est ça qui fait toute la différence. C'est qu'on fait et une donation et le partage est effectué. Donc, on ne revient plus sur ce partage. Voilà, c'est tout l'intérêt. Ah non, non, non. Quand on a un enfant unique, on partage avec personne. C'est une donation simple. Tout à fait, tout à fait. Donc là, il n'y a pas... Voilà. Il faut que tout le monde soit alloti, il faut qu'il y ait un intérêt à ce partage. Voilà. Donc, il est possible, bien évidemment, de faire cette donation en pleine propriété ou en nue propriété. En usufruit, ça n'aurait pas d'intérêt, mais je vous renvoie à ce qu'on a pu se dire précédemment pour ceux qui étaient là à 9h. Le fait de faire une donation en nue propriété va encore diminuer la base fiscale et au moment de l'extinction de l'usufruit, qui là
dans ce cas-là, serait un usufruit viager, hein, puisque ça dépendrait de l'avis des parents qui auraient donné. La pleine propriété sera reconstituée sans avoir de droits fiscaux supplémentaires à régler. C'est l'article 1133 du Code général des impôts. Cette donation peut être prévue avec des charges et conditions, hein, ça c'est tout à fait possible. Une obligation de remploi, par exemple. Les parents veulent bien donner les parts de la société aux enfants pour qu'ils les vendent ensuite. Ils vont récupérer de l'argent. Ils veulent leur dire qu'ils veulent que cet argent soit remployé, là comme c'est dans le cas de notre exemple, dans l'achat d'un appartement par exemple. Voilà. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une dépossession effective et irrévocable? Donc ça, c'est très 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 important fiscalement, hein, puisque c'est ce que va regarder l'administration fiscale en premier. Donc, je mets à votre connaissance aussi, hein, le fait que la loi de finances 2019 a modifié le texte de l'abus de droit et que donc aujourd'hui on peut être retoqué pour abus de droit pour un motif principalement fiscal et non plus exclusivement fiscal comme c'était le cas auparavant. Donc on est là, on parle d'organisation patrimoniale, hein. Donc a priori il n'y a pas que des objectifs fiscaux à cette opération, mais là, effectivement, les montants sont très importants. On voit les gains fiscaux que ça peut engendrer. Donc, ça nous permet de comprendre pourquoi l'administration fiscale veille. Hein, voilà. Donc, pour cette donation avant cession, donc à retenir qu'on fait des économies d'impôts et qu'on peut allotir donc ses enfants de manière anticipée qui va permettre donc d'organiser au mieux sa transmission. Deuxième possibilité que l'on peut évoquer pour préparer la transmission, c'est l'apport-cession. Donc là, on apporte en fait les titres de la société que l'on souhaite vendre à une holding qui aura soit été créée à cet effet, soit qui existe déjà. Hein. Il faut que cette holding soit à l'IS. Et c'est cette holding qui cédera les parts de l'entreprise. Alors, à qui s'adresse cette stratégie? Essentiellement à des personnes qui souhaitent redéployer leurs activités professionnelles. Là, on a un peu concentré le cas que je vous présente sur un départ à la retraite, donc ça serait sûrement moins opérant pour lui. Hein. Mais quelqu'un de plus jeune peut avoir un intérêt à faire cette stratégie aussi. Alors, la transmission familiale, il était convenu qu'on n'en parle pas là. On n'aborde en fait que le sujet de la cession à un tiers, hein, bien sûr, mais... Dans une holding, je me suis mal exprimée en fait, ça peut être dans le cadre d'une transmission aux enfants, en mettant les enfants actionnaires de la holding pour l'apport des parts à la cession, ça peut être un avantage. Alors, on peut effectivement les intégrer dans cette holding, bien sûr. Tout à fait. Dans le cadre d'une transmission familiale, oui, tout à fait. J'avais pas compris. Donc... alors là, comment ça se passe? Parce que l'idée, c'est quand même que le cédant récupère des liquidités. Hein. Il y a une obligation de remploi des fonds retirés de la cession des titres si on a conservé ces titres moins de 3 ans, ce qui serait souvent le cas. Hein. Donc, j'anticipe ma transmission, je crée une holding à qui j'apporte les titres de ma société et selon que la holding va garder les titres moins de 3 ans ou plus de 3 ans, il va y avoir des contraintes de remploi. Si elle garde les titres moins de 3 ans, il va falloir obligatoirement remployer les fonds qui sont issus de la cession à 60% dans des activités économiques. Les 40 autres % seront libres. Si on garde les titres, par contre, plus de 3 ans, là,
au bout des 3 ans, on peut remployer les titres de manière complètement libre à 100% de la hauteur de la cession. Donc vous voyez que là, on est vraiment dans de l'anticipation. Alors, 60% des titres dans une activité économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 24 mois au maximum après la cession des titres, il faut faire ce remploi. Il doit être respecté 12 mois, mais ça c'est le minimum, puisqu'on va voir dans la slide suivante que si je utilise des fonds de capital risque, des fonds d'investissement, là c'est 5 ans que je dois en fait conserver les titres de la holding. Donc, l'activité peut être redéployée économiquement soit dans une activité en direct, le chef d'entreprise a une idée économique, il souhaite se redéployer directement dans une activité économique, il utilise les titres de la société à cet effet, soit il souscrit au capital d'une société qui doit forcément être à l'IS, soit il souscrit donc à un fonds ou à une société de capital investissement. Et là, par contre, c'est 5 ans qu'il faut garder les titres de ces fonds. Alors, l'avantage, fiscalement, c'est quoi? La plus-value, elle est bien calculée et détectée, mais on ne va pas payer l'impôt sur la plus-value immédiatement. La plus-value va être en report le temps que j'aurai gardé les titres de la holding. Alors, l'apport, au moment de l'apport, la plus-value est calculée. Mais on ne paye pas l'impôt sur la plus-value au moment de l'apport, on ne paye l'impôt sur la plus-value que quand on cède les titres de la holding. Ça n'exempte pas. Ce n'est pas une économie d'impôt, c'est juste un report. D'accord ? Et ça a tout son sens quand on comprend que c'est pour redéployer des activités professionnelles. Voilà. Donc, cette stratégie, on l'a dit, s'adresse à des personnes qui souhaitent se redéployer des activités professionnelles. Voilà. Ce qu'il faut retenir aussi sur cette stratégie, c'est que la récupération du prix de cession ne pourra se faire qu'à la cession des titres. Comme on a cédé des titres qui sont très proches, alors selon le temps que l'on garde les titres dans la holding, ils peuvent effectivement prendre une petite valeur, mais on va avoir très très peu de plus-value. D'accord ? Donc pas de plus-value, pas de bénéfice comptable, pas de bénéfice comptable, pas de dividende. Donc pas de possibilité de sortir de l'argent de cette holding. On ne sort l'argent de la holding que quand on cède les titres de la holding. D'accord ? Donc là, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir besoin d'argent immédiatement. Pour revenir sur les fonds d'investissement que je vous ai cités tout à l'heure, les tickets d'entrée sont en général assez importants, entre 50 et 500 000 euros, et donc bien sûr avec un risque en capital qui est très élevé. Donc, cette stratégie, quand le chef d'entreprise souhaite redéployer des activités professionnelles. Troisième point que je souhaitais évoquer avec vous, donc, c'est le réinvestissement maintenant du prix de cession pour générer des revenus complémentaires. Donc, on va regarder de quoi notre dirigeant cédant a besoin. Et puis ensuite, on examinera ses besoins et exigences en termes de placement. Et puis, on fera un petit panorama des différentes possibilités de placement. Alors, les besoins du cédant. Je trouve très intéressant d'aborder cet aspect patrimonial de la transmission par la retraite, bien sûr quand c'est pertinent. Là, on est dans un cas où notre dirigeant part à la retraite. Donc, qu'est-ce qu'il va déjà obtenir comme revenu en liquidant sa retraite ? Est-ce qu'il aura le taux plein ? Est-ce qu'il aura des décotes, des surcotes éventuelles à sa retraite qui pourront compléter son revenu ? Donc, c'est intéressant de se pencher sur le sujet, également aussi de voir s'il a intérêt ou pas à racheter des trimestres. Donc c'est
une des questions qu'il faut mettre dans l'esprit du cédant. Hein. Moi, pour ceux que je rencontre, la plupart du temps, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont avoir à la retraite, et même ils évacuent souvent assez lointain cet obstacle. Hein, voilà. Donc, ça peut être bien de leur faire repenser au sujet et à minima d'aller sur les sites des organismes dans lesquels ils ont cotisé pour savoir combien ils vont récupérer de leur liquidation de retraite. Est-ce qu'ils auront d'autres revenus que la retraite? Est-ce qu'ils ont des revenus d'activité parce qu'ils envisagent de faire un cumul emploi-retraite? Est-ce qu'ils ont des revenus du patrimoine parce qu'ils possèdent des appartements qu'ils louent, etc. Et puis ensuite, en face de ça, qu'est-ce qu'on a à mettre comme train de vie? Qu'est-ce qu'on souhaite? Comment est-ce qu'on souhaite envisager les années à venir avec sa famille, avec son conjoint, et comment est-ce qu'on envisage le grand âge et la dépendance, hein. Et ça, je pense que quand vous êtes en face de cédants qui partent à la retraite, c'est intéressant aussi de les faire se questionner par rapport à ça, hein. Les assureurs développent de plus en plus des produits qui peuvent aider dans ce cadre-là, mais on est souvent jamais mieux servi que par soi-même, et dans le cadre d'un cédant, ça peut être intéressant de lui faire penser à ça aussi, hein. Alors, quels sont ses besoins et ses exigences en matière de placement? Là, on va passer assez rapidement, mais les placements, il n'y a pas 36 000 solutions, hein. On a souvent deux jambes, hein, une jambe financière, une jambe immobilière. Certaines personnes ont des réticences complètes à aller sur les marchés financiers, c'est tout à fait respectable. D'autres ne veulent pas d'immobilier parce qu'ils ont eu un mauvais passé sur de l'immobilier. Donc c'est important de savoir ce que les gens souhaitent et ne souhaitent pas par rapport à ça. Et puis par ailleurs, quelle est leur représentation du couple risque-rendement, hein? Est-ce qu'ils ont une appétence à ce risque ou pas? Et donc ça va aussi orienter nos propositions de remploi. Alors, les principales solutions que l'on peut évoquer, donc il y en a d'autres, hein, comme on est très limité par le temps, là je vous en présente 3 à chaque fois, les principales, on va dire. Donc on va parler d'assurance vie, on va parler de compte titres et de PEA pour la partie financière. Et puis ensuite, pour les placements, on parlera de l'immobilier nu, de l'immobilier meublé, et puis on finira avec les parts de SCPI. Alors, l'assurance vie, qui est le placement préféré des Français, a ce gros avantage de permettre d'obtenir des revenus complémentaires, soit en valorisant une somme que l'on récupère, ben là, dans le cadre de notre prix de cession, soit petit à petit, progressivement, en investissant de manière régulière sur les marchés financiers via l'assurance vie. Le gros avantage de l'assurance vie, c'est son volet succession. En effet, si on a versé les primes avant 70 ans, le capital qui sera constitué sortira de la succession des adhérents. Donc, on a ici la possibilité d'avoir une bulle de liberté, en fait, dans la succession, qui n'est pas si courante dans le système législatif français. Une bulle de liberté, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir désigner le bénéficiaire de notre choix, donc pas forcément ses enfants. Ça peut être une autre personne, je sais pas moi, un neveu qui est dans le besoin, quelqu'un d'handicapé, une association si on est particulièrement sensible à ce genre de choses. Voilà, donc on a cette bulle de liberté, on n'est pas contraint par la réserve héréditaire des enfants, dans la mesure, je prends quand même certaines précautions d'usage, où les versements ne peuvent pas être requalifiés d'excessifs par rapport au patrimoine de la personne. Donc, si les primes sont versées avant 70 ans, on est hors succession, avec une fiscalité qui est très favorable aussi, puisque jusqu'à 152 500 €, pas de fiscalité. Entre 152 500 et 700 000 €, 20%.
donc qui est tout à fait correct par rapport aux droits de succession qui existent aujourd'hui. Et au-delà de 700 000 euros, on est à 31,25%. J'insiste aussi sur le fait que si on a versé des primes après 70 ans, donc ça peut concerner des départs à la retraite, des cessions d'entreprise avec des personnes un petit peu plus âgées, là, ça rentre dans la succession, mais avec des abattements spécifiques qui s'ajouteront aux abattements que vous connaissez, qu'on a déjà évoqués, les 100 000 euros par parent et par enfant. Donc l'assurance vie a des avantages en cas de succession. Alors je ne vais pas détailler tous ces éléments puisque vous aurez le document, mais donc la possibilité de choisir des supports de son choix, sécurisés, pas sécurisés, on va en parler. Il n'y a pas de limite de versement, donc ça, on peut mettre autant d'argent qu'on veut sur un contrat. On peut retirer son argent quand on le souhaite. On peut sortir en capital ou en rente. À ce moment-là, si on sort en rente, l'argent sera bloqué, bien évidemment. L'inconvénient principal, c'est que l'assureur doit vivre et donc il prélève des frais d'entrée, des frais de gestion. Bon, voilà, il y a quelques frais sur le sujet qui nous amène à la suite, qui est le rendement de l'assurance vie. Voilà. Si on veut avoir une garantie totale sur l'assurance vie, il faut placer son argent sur un fonds euro. Donc fonds euro classique, en 2018, ils ont eu un rendement de 1,8%. Si vous ramenez ça à l'inflation, c'est pas extraordinaire. Sont apparus donc il y a quelque temps les fonds euro croissance, avec là une petite différence qui est que le fonds garantit le capital, tout ou partie, pas forcément, à 80-90% par exemple, mais pour ça, il faut laisser son argent, pour le coup, un certain nombre d'années sur le contrat. Donc c'est beaucoup moins souple que le fonds euro classique. Par contre, c'est plus rémunérateur. Puisqu'on laisse son argent plus longtemps, l'assureur a beaucoup plus de vision pour le placer et le faire fructifier. Donc, capital garanti, fonds euro. Ensuite, pour booster un petit peu ces rémunérations, eh bien, on peut passer sur des allocations qui seront en fonction du profil de la personne et donc aller sur des unités de compte qui peuvent être diverses et variées. Et donc, en fonction de la durée sur laquelle on va placer, on aura, pareil, là, une rémunération et un risque qui seront adaptés. Par exemple, si on est sur une allocation prudente, il faut garder son argent placé au moins 3 ans et on peut avoir un gain dans les 3-4%, mais un risque de perte de 6%. Et ainsi de suite pour le reste. Donc le pourcentage de risque va augmenter au fur et à mesure que l'argent sera investi sur des actions, puisque c'est là qu'on va avoir le plus de risques sur les marchés financiers. La fiscalité, donc la fiscalité en cas de vie, elle est très avantageuse. C'est le prélèvement forfaitaire unique qu'on a évoqué déjà dans le cadre de la transmission d'entreprise, qui va s'appliquer sur les intérêts qui seront perçus, uniquement sur les intérêts, bien évidemment. Quand on garde son contrat plus de 8 ans, et c'est pour ça que l'assurance vie est très prisée, on va avoir un abattement par personne ou par couple, selon la configuration du foyer fiscal, et donc la plupart du temps, les intérêts seront gommés par cet abattement. Donc pour arriver déjà à avoir 9 200 euros d'intérêt, il faut placer une somme relativement importante, d'autant que, on va le voir, quand on fait des rachats et que ça c'est la fiscalité qui existait avant. Hop. Ah, par contre là, je suis embêtée parce que je suis allée trop vite. Ah. Alors là, excusez-moi, je ne sais pas... La flèche du haut. Ah, sur le clavier, oui, pardon. Oui, tout à fait, voilà.
Donc là, la fiscalité, on a dit en cas de vie, voilà. Hop, voilà. Le gros avantage fiscal de l'assurance vie, c'est que lorsqu'on retire de l'argent d'un contrat d'assurance vie, l'argent qui va être en fait sorti du contrat sera mixé entre du capital et des intérêts. Donc, si je prends l'exemple toujours de mes époux Dupont qui ont, on a dit, 3 700 000 € à placer. Ils placent cet argent sur un contrat d'assurance vie avec un rendement, là on n'est pas très exigeant, 2,5%. Vu la somme, ça fait tout de même un montant sympathique à retirer tous les ans. 92 500 € qu'ils souhaitent récupérer. Dans ces 92 500 €, on va avoir au fil du temps, un petit peu comme un emprunt, si vous voulez, entre la partie capital et intérêt, on va avoir un mix qui va être fait entre le capital qui va être sorti et les intérêts qui seront sortis, en fonction de ce qui existe globalement sur le contrat comme répartition entre le capital et les intérêts. Comme on n'est fiscalisé que sur les intérêts, au démarrage, quand on a peu d'intérêts dans les 92 500 €, ben on a peu d'impôts. Et là, on est à quelque chose comme 1,27%. Ce qui n'a rien à voir avec des taux de l'impôt sur le revenu que l'on peut connaître. Donc, 92 500 € de retirés tous les ans, un mix de capital et d'intérêt qui se reconstitue parce que le rendement de mon contrat à 2,5% lui régénère les 90 000 € par an. L'avantage ici, alors on ne le voit pas très bien, mais on a sorti sur 12 ans 12 fois 92 500 € pour une fiscalité seulement de 38 000 €. Ce qui est très faible par rapport à ce que l'on va regarder sur l'immobilier, par exemple. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour l'assurance vie. On pourra discuter après, si vous avez des questions, bien évidemment. Le compte titre, alors là, on va investir en direct sur les marchés, via un compte, bien sûr, mais ça suppose que la personne qui place de l'argent s'y connaisse un minimum dans les marchés financiers. Donc, on va avoir un établissement teneur de compte qui gérera les opérations. Et là, le risque, il est total. Il n'y a pas d'effet garanti comme dans le fonds euro de l'assurance vie. On investit directement sur les marchés, actions, obligations. Monétaire, ça n'a aucun intérêt parce qu'on perd de l'argent aujourd'hui, mais surtout actions, obligations. La fiscalité, ça sera toujours notre prélèvement forfaitaire unique de 12,8% et des prélèvements sociaux de 17,2%. On peut bien sûr opter pour le barème progressif, comme on l'a fait pour la transmission d'entreprise et la cession des parts. L'option, elle est renouvelable tous les ans. C'est une petite case à cocher sur la déclaration de revenus. Et elle est globale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ma transmission d'entreprise, elle est au prélèvement forfaitaire unique et mon assurance vie, elle est au barème. C'est un paquet cadeau global. Il n'y a pas de choix pour ça. Troisième possibilité que je vous présente ici, le PEA. Donc là, c'est une enveloppe fiscale. On est aussi sur des marchés financiers. Une enveloppe fiscale avec des limites de montant. 150 000 € pour les PEA classiques et 75 000 € pour les PEA, PME, ETI qui ont été créés récemment. Donc un global de 225 000 € par personne. Donc on est limité sur le montant. Le gros avantage, c'est un véhicule fiscal qui est intéressant pour ça, c'est que si on conserve le plan plus de 5 ans, on va être exonéré d'impôt sur le revenu. Donc la partie 12,8% PFU ou barème sera éludée. Il n'y aura à verser que les prélèvements sociaux de 17,2. Par contre, si on rachète avant les 5 ans, là, il faut régler et l'impôt sur le montant perçu et les prélèvements sociaux.
Donc les avantages, inconvénients, je vous les laisserai voir tranquillement. Sur les placements financiers, voilà ce que je voulais vous dire. J'essaye de tenir à peu près le temps. Alors, deuxième jambe du placement, la partie immobilière. Donc, dans ce cadre-là, on peut investir bien sûr sur de l'immobilier nu. Donc, nu, ça veut dire que je loue à quelqu'un qui va amener ses meubles. Hein, à la différence de la location meublée où le propriétaire a investi dans les meubles. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, bien sûr. Avantage, on va avoir des revenus qui vont être réguliers. Alors là, vous voyez assez mal, mais on a d'autres avantages, bien évidemment, qui vont consister notamment à pouvoir bénéficier de dispositifs défiscalisants, par exemple. Les inconvénients, c'est qu'il faut gérer les locataires. Hein. Et donc ça, certaines personnes n'en ont pas forcément envie. Alors bien sûr, on peut faire appel à des sociétés, des agences immobilières, etc., qui gèrent ce genre de choses. Et puis il y a des assurances aussi qui permettent d'avoir des revenus de remplacement en cas de vacances locatives. Hein. Alors, ce que je voulais vous montrer, qu'on voit assez mal à l'écran, mais la fiscalité de l'immobilier nu par rapport à ce qu'on a dit sur l'assurance vie. On a ici, dans ces deux colonnes, alors je vais reprendre mes papiers parce que du coup, non, je vais le voir là. On a un flux immobilier, si on compare, ce sont les deux dernières colonnes, hein. Le flux assurance vie sur les 12 ans nous assure en fait un montant global de 1 071 000 €, alors que si on place donc la même somme sur de l'immobilier nu, hein, avec la fiscalité qui est relativement confiscatoire sur les revenus fonciers, on a un flux de trésorerie global de 890 000 €. Donc, juste pour mettre à votre attention que la fiscalité des revenus fonciers est beaucoup plus importante que la fiscalité de l'assurance vie. Bon, encore faut-il vouloir s'occuper de gérer son logement. Hein. Et si on n'a pas envie de s'investir émotionnellement, parce que souvent l'immobilier, il y a une grosse partie affective, et dans la gestion de ce placement, on peut aussi avoir l'option location meublée. Et donc la location meublée va avoir plusieurs avantages. Si on délègue la location à un gestionnaire, on ne va s'occuper de rien, hein. Et donc là, le gestionnaire va être placé sur des logements, des locations par exemple de tourisme, étudiants, affaires, voire EHPAD, hein, les maisons de retraite. Et le gros avantage économique et fiscal, c'est d'être dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et donc de pouvoir déduire l'amortissement du logement, ce qui n'est pas possible dans les revenus fonciers. Donc, on va avoir la plupart du temps des revenus qui ne vont pas être fiscalisés pendant un certain nombre d'années, les amortissements venant gommer les loyers, et au moment où on arrive à avoir un bénéfice, eh bien, ces amortissements qui n'auront peut-être pas été consommés en totalité pourront être imputés sur les bénéfices. Donc, des bénéfices, enfin des revenus qui ne vont pas être fiscalisés pendant un grand nombre d'années. Avec l'avantage de ne pas avoir à s'occuper de la gestion. Encore, bien sûr, faut-il tomber sur un bon gestionnaire qui tient la route, qui ne fait pas faillite, etc. etc. Il n'y a rien de parfait. Donc, il y a toujours des risques dans toute chose. Le cédant qui a un montant relativement important à placer peut redéployer ses
ces fonds sur la location meublée et avoir à ce moment-là le statut de loueur en meublé professionnel. Alors ça peut être très intéressant parce que quelqu'un qui serait proche de la retraite mais qui n'aurait pas tous les éléments, enfin qui n'aurait pas encore acquis tous ses droits, tous ses trimestres pour prendre sa retraite à taux plein par exemple, peut très bien basculer sur ce régime du loueur en meublé professionnel, avoir donc la couverture sociale qui y est associée, cotiser pour sa retraite, et au moment où c'est le bon moment pour lui, c'est le bon timing, il aura engrangé des droits à la retraite supplémentaires. Donc pour être loueur en meublé professionnel, il faut que les recettes locatives annuelles dépassent 23 000 € TTC. Donc si vous faites le calcul rapidement à un taux de rendement à 4 ou 5%, on est tout de suite au-delà de 600 000 € de placé à peu près. Et il faut que les recettes locatives annuelles brutes soient supérieures aux revenus du foyer fiscal. Donc il faut que ce soit en fait la première source de revenus. D'accord ? Mais très intéressant pour les personnes qui veulent céder leur entreprise quelques années avant la retraite et qui ne savent pas comment faire le joint avec leur retraite. Non, pas du tout. Ça implique qu'on est détenteur d'immobilier. Le gestionnaire, c'est là. Alors ça, on peut l'être. On peut être loueur en meublé en direct. Il y a des personnes qui choisissent de faire ça directement. Ils ont des appartements, ils les meublent et ils sont en relation directe avec les étudiants. Voilà. Mais dans ce cadre-là, souvent, on va trouver des sociétés de gestion, pour ne citer que celles que vous pouvez connaître peut-être, Pierre et Vacances, pour le tourisme, rien ne me vient d'autres. Voilà, donc ici, on va déléguer en fait toute la gestion à un gestionnaire. C'est lui qui va sous-louer en quelque sorte. Lui, il est votre locataire, vous avez un bail commercial avec lui. Et donc, par contrat, donc par ce bail, vous avez votre revenu qui est déjà assuré. Voilà. Alors, assuré, toujours pareil, dans la mesure où le gestionnaire n'est pas défaillant. Voilà. Donc là, il faut faire très attention, bien sûr, à quel gestionnaire on confie son bien. Alors là, on va être... Non. On va... la cession du bien, en fait, va se faire sous couvert de la cession classique de l'immobilier. Et le repreneur, par exemple, pourra lui aussi recommencer une période d'amortissement au moment où il a repris le bien. Voilà. Donc... c'est un système qui est très avantageux. Il y a toujours, à chaque loi de finances, des rumeurs comme quoi ça va plus ou moins être modifié, disparaître. Bon, pour le moment, ça marche. Pour terminer, un mot des SCPI. Alors, SCPI, Société civile de placement immobilier, donc qui permet, avec un ticket d'entrée bien plus faible que ce que l'on a pu évoquer, d'aller sur le marché de l'immobilier. L'avantage, c'est donc le ticket d'entrée plus faible, et aussi le fait que ces SCPI peuvent bénéficier de dispositifs défiscalisants au même titre qu'un individu classique. Donc les SCPI sont ouverts au dispositif Pinel, puisque c'est celui qui est en cours aujourd'hui, et donc va permettre de bénéficier de réductions d'impôts sans forcément être détenteur d'un bien immobilier précis. Là, vous achetez des parts de sociétés qui elles-mêmes ont investi dans de l'immobilier. Et l'intérêt peut être aussi là d'investir dans de l'immobilier, par exemple de professionnels, de bureaux, des magasins, etc. Alors, c'est moins liquide. Alors, de toute façon, c'est une remarque générale et c'est bien de poser cette question. L'immobilier, dans les inconvénients que je vous ai cités, comme vous le reverrez sur le document,
c'est bien sûr beaucoup moins liquide que les placements financiers. On a dit l'assurance vie, on sort quand on le souhaite. Il y a un petit temps de latence d'une dizaine de jours, le temps que l'assureur se retourne. Mais voilà, on dispose de son argent très rapidement. L'immobilier, il faut avoir une contrepartie. La SCPI, il faut en plus avoir une contrepartie de quelqu'un qui souhaite acheter des parts. Donc, c'est beaucoup moins liquide encore que l'immobilier classique. Voilà. Donc, ça peut être intéressant. Il y a divers types de SCPI, des SCPI de rendement, des SCPI fiscales. On peut trouver divers véhicules pour ça. L'intérêt étant de pouvoir y aller sur un ticket d'entrée beaucoup plus faible. Mais voilà. Attention tout de même, on ne pourra pas récupérer son argent du jour au lendemain. Voilà ce que je voulais vous présenter sur ces remplois. Je vous remercie de votre attention, puis je suis à votre disposition à la pause, au déjeuner, pour évoquer ces points-là et puis les points de la première session de ce matin aussi. Et vous avez aussi mon mari qui est arrivé là, avec qui je suis associée, qui peut aussi répondre à vos questions, notamment sur l'immobilier d'entreprise, puisque c'est un petit peu plus sa spécialité opérationnelle. Voilà. Merci à vous.